Eh bien bonjour et bon retour dans cette nouvelle séance de guidage de lecture. Nous allons attaquer aujourd'hui le chapitre 7, donc une nouvelle thématique. Le chapitre 7 qui s'intitule Le potentiel de l'âme. Session 530, mercredi 20 mai 1970. Il commence à 21h19. Bonsoir. Bonsoir 7. Maintenant, 7 commence son chapitre. Et il dit au départ, nous allons reprendre la dictée et commencer le chapitre 8. Et Robert note donc en remarque, c'est apparemment un lapsus puisqu'il s'agit effectivement du chapitre 7. 7 enchaîne en disant, vous avez l'impression de n'avoir que la forme physique que vous percevez, à l'exclusion de toute autre. Donc là, il parle de nos formes, les différentes formes que nous avons, et pour lui, pour nous, du coup, il dit que la forme physique est effectivement ce que l'on perçoit en premier, et donc on pense être ça, on s'identifie à notre forme physique. Ça, c'est la fameuse question, est-ce que nous sommes un être de chair venu expérimenter une expérience spirituelle, ou est-ce que nous sommes au départ un être spirituel venu explorer, expérimenter une vie physique? Et la première réponse qu'on a spontanément, j'ai l'impression que la science aujourd'hui tendrait plutôt à cette réponse-là, en disant nous sommes un être de chair et nous expérimentons une vie spirituelle éventuellement. Donc c'est cette impression, cette première impression que nous avons effectivement de nous baser sur nos vécus. Et là, il dit même à l'exclusion de tout autre. Hein. C'est donc, nous avons l'impression d'avoir que la forme physique que nous percevons, à l'exclusion de toute autre. Nous n'avons pas d'autre forme. Est-ce que ce qui est invisible, on peut dire que c'est une forme? Donc est-ce qu'on peut même quand même se reconnaître je sais pas, même je dirais le côté mental, c'est-à-dire quelqu'un de cartésien, de physique, de scientifique, même s'il est matérialiste, purement, voilà, je m'en tiens à ce que je vois, mais j'accepte quand même d'avoir des émotions, j'accepte d'avoir un mental, j'accepte d'avoir une psychologie. Et ce sont des choses non palpables, donc est-ce que ça fait partie de la forme? Est-ce que j'accepte que ma forme est autre? Peut-être même pas, effectivement, c'est vrai que 7 est très péremptoire en disant à l'exclusion de tout autre, mais oui, j'ai beau avoir un mental, ce n'est pas une forme, mon mental va être lié à ma forme physique à ce moment-là, si je suis vraiment strictement dans ce que je perçois de mon monde. Bon, donc oui, je pense qu'effectivement, certaines personnes peuvent avoir l'impression de n'être que cette forme physique-là, et autour, il y a une utilisation de mon psychisme, il y a une utilisation de mon cerveau, mais c'est une conséquence de ma vie physique, de ma forme physique. Alors là, il parle de forme. Il poursuit dans la phrase suivante en disant « Il vous semble également que votre forme ne peut se trouver que dans un endroit à la fois. » Donc première idée, nous n'avons qu'une seule forme, elle est physique. Deuxième idée, cette forme physique ne peut être présente qu'à un seul endroit. Vous voyez, déjà si 7 commence à parler de ça, vous voyez vers quoi il va aller, hein, bien sûr. Mais il part en tout cas de ce que nous vivons au départ. Hein, c'est toujours son approche de dire généralement, voilà votre manière de voir le monde. Moi, je vais vous proposer autre chose. Donc vous avez une forme physique, et c'est la seule. Cette forme ne peut se trouver qu'à un seul endroit à la fois. Et dans la phrase suivante, il dit effectivement, vous avez pourtant d'autres formes que vous ne percevez pas. Point virgule, et vous créez des formes, vous créez
des formes différentes dans toutes sortes de buts, même si vous ne les percevez pas non plus de façon physique. Donc là, il parle bien au pluriel, hein. Vous créez plusieurs formes différentes. Donc déjà, vous n'êtes pas seulement la forme physique, vous n'êtes pas un seul endroit en même temps, à la fois. Vous avez, nous dit-il, plusieurs formes, pas forcément physiques, hein, mais plusieurs formes, que vous ne percevez pas, si vous ne faites pas attention particulièrement à ça, si vous n'avez pas une démarche de recherche, vous ne voyez que les formes que vous avez, que donc la forme du coup physique que vous avez, et on crée des formes. Donc c'est vrai que j'ai même, quand on lit comme ça la première fois cette phrase, il y a une notion de création, c'est-à-dire que c'est pas figé, c'est pas arrêté. C'est pas aujourd'hui j'ai tant de formes, donc toute ma vie terrestre j'aurai tant de formes. On peut en créer des formes différentes dans des buts, hein, de toutes sortes, dans toutes sortes de buts. Donc des buts différents, des objectifs différents pour des formes différentes. Dans le paragraphe suivant, il continue en disant votre sentiment d'identité. On en avait beaucoup parlé au chapitre 6. Votre sentiment d'identité est entièrement lié à votre corps. Vous vous identifiez à votre corps. C'est votre unité de mesure, pour parler de moi. Et vous avez beaucoup de mal à vous imaginer sans lui, hors de lui, ou séparé de lui d'une manière ou d'une autre. Est-ce que, dans votre quotidien, effectivement, il vous arrive régulièrement de vous dire, bah voilà, je pourrais, moi, tout en restant moi, être à un autre endroit que mon corps. Ne pas être là où il est. C'est bien ce décalage-là que nous invite à faire Seth dans la réflexion. Si il nous propose le fait que nous avons différentes formes, ça veut dire que nous ne sommes pas, au départ, liés à notre forme physique. Hein, mais bon, c'est pas vraiment nouveau. Si vous avez suivi les guidages de lecture depuis le début du livre, c'est juste une conséquence logique de ce qu'il a déjà dit avant. Puisque vous êtes avant tout une conscience, votre corps physique n'est qu'une conséquence, n'est qu'une construction. En yoga, on dit on va emprunter un habit, et puis vous changez d'habit, voilà, vous changez de peau, vous changez de vêtements. Une nouvelle vie, c'est un nouveau vêtement que vous allez emprunter pour une durée. Et puis quand le vêtement est fatigué, usé, que vous êtes arrivé au bout de l'expérience, vous changez de vêtement. Mais donc ce qui fait vous n'est pas votre corps physique. Ce n'est qu'un détail, c'est que une des expérimentations parmi beaucoup d'autres. Et là encore, je ne parle que de réalité physique, puisque nous avons d'autres formes, y compris des formes non physiques. Donc la première impression qu'on a, c'est ce sentiment d'identité, je répète, qui est vraiment lié à notre corps. Nous nous identifions à notre corps, nous sommes extrêmement attachés à ce corps, nous dit Seth. Et donc vous avez beaucoup de mal à vous imaginer sans lui, donc sans corps, vous êtes toujours présent mais sans corps, en dehors de lui. Donc toutes les expériences qu'on va appeler les sorties de corps, notamment quand on entre dans un état de transe, quand on peut dormir et qu'on a toujours conscience de ce qui se passe. Ce sont des expériences qui sont proposées ou séparées, en tout cas de lui, voilà, d'une manière ou d'une autre. La forme résulte d'énergie concentrée. Là, c'est important ce mot-là. La forme résulte. La forme est une conséquence. La forme n'est pas la cause. La forme est le résultat d'une énergie concentrée. Rappelez-vous, c'était dans le chapitre 5, je crois, où Seth nous expliquait que nous créions tout ce que nous avons autour de nous, y compris notre corps, et qu'il fallait effectivement cette sorte d'intensité d'énergie
avec des points de coordination qui étaient des relais, des amplificateurs. Donc une idée a besoin de suffisamment d'intensité pour à un moment donné se concrétiser, se matérialiser dans le monde physique. Et donc cette forme, effectivement, là il nous redit que c'est le résultat d'une énergie concentrée, qui est dirigée par des idées ou des émotions intenses. Et effectivement, il redit l'intensité est ici essentielle. Donc là, voilà, c'est un peu une redite par rapport au chapitre. J'ai vérifié, je crois bien que c'était le 5. Oui, voilà comment les pensées forment la matière, les points de coordination. Tout ce chapitre-là. Le résumé est déjà disponible, donc vous pouvez aller, si ce sujet vous intéresse, réécouter le résumé sur ce chapitre-là. La forme résulte d'énergie concentrée, dirigée par des idées. Donc c'est bien que les idées sont à l'origine, les idées ou les émotions suffisamment intenses qui vont diriger, projeter, amener à une création d'une forme. Et vraiment cette phrase clé, l'intensité est ici essentielle. J'ai l'impression que cette notion d'intensité, il en parle vraiment à plusieurs endroits, ce serait... alors là, voilà, c'est une idée un peu... je sais pas si je vais réussir à mettre des mots dessus, c'est une idée un petit peu en cours de réflexion de mon côté. Le temps, dit-il, et l'espace n'existent pas. Il nous le répète plusieurs fois. Donc ça, c'est au niveau 2, je dirais, c'est-à-dire en dehors de la réalité physique. Il n'y a pas besoin de temps et d'espace quand on n'est pas focalisé sur la réalité physique. Dans notre monde physique, nous avons mis en place certaines règles du jeu, dont le temps et l'espace. Cette notion d'intensité, j'ai l'impression que Seth nous en parle parce que c'est finalement le mot le plus proche du concept qu'il a envie de nous dire. C'est-à-dire quand il dit que le temps et l'espace n'existent pas, on va prendre le temps par exemple. Le temps, en fait, quelque part, tous les événements que nous vivons, j'ai l'impression que l'intensité, si je ne me trompe pas, est très importante dans tous les événements que nous avons vécu et que nous allons vivre dans notre vie. Il y a une sorte de pic d'intensité dans le temps présent. C'est-à-dire que le présent est le seul moment où on peut faire quelque chose au niveau du choix des événements. C'est là qu'on infléchit la direction qu'on prend. Et que du coup, il y a une forte intensité au niveau de nos concepts, c'est ce qu'on comprend le plus facilement, une intensité, je ne saurais pas dire, si effectivement, psychique, émotionnelle, des idées particulières, parce qu'on est extrêmement concentré dans ce qu'on est en train de vivre, et c'est ça qu'on appelle le temps présent, et que plus on s'éloigne de ce temps présent, dans le passé ou dans le futur, les deux temps sont vécus de la même manière, c'est une suite d'événements, eh bien l'intensité est plus faible. Et c'est ce qu'on fait dans le temps présent qui induit suffisamment d'intensité pour pouvoir changer soit le passé, soit le futur. Notre passé n'est pas figé. Ça paraît étonnant de le dire comme ça, mais plusieurs physiciens le disent aussi. Vous pouvez aller voir dans les playlists là que j'essaie de mettre des liens qui me semblent parlants, assez clairs, en tout cas dans les explications. Le passé n'est pas figé. Ce n'est pas quelque chose qui est écrit, contrairement à ce qu'on pense. Donc le futur non plus, en fait c'est la même chose. C'est juste c'est une convention d'avoir cette succession d'événements que l'on considère comme étant le temps, c'est notre manière de voir les événements. Mais qu'on revient à cette notion d'intensité. Une intensité décroissante vers le passé, vers le futur, et donc une sorte de pic dans ce qu'on est en train de vivre pour le moment présent. Et c'est ça qu'on appelle le présent. C'est le moment où on a une emprise sur les événements de notre vie. C'est pour ça que ce temps présent, ça paraît bête à dire, c'est de la palissade, mais c'est le seul moment où on peut faire quelque chose dans nos vies. C'est le moment où vous décidez, là, maintenant, tout de suite, vous décidez de faire ci, de faire ça, voilà, il
y a une chanson qui disait chaque jour, aujourd'hui est le premier jour du reste de ta vie. C'est-à-dire que moi j'aime bien quand même cette idée-là de me dire, là, dans le moment présent, je peux donner la direction que je veux à ma vie. Je peux insuffler quelque chose. Je peux passer plus de temps, d'énergie, d'intensité vers ce vers quoi je veux aller. Même si le fossé me paraît énorme, le seul moment dans toute votre vie où vous pouvez agir, c'est maintenant. C'est le temps présent. Le passé, il est passé, et vous ne pouvez que y revenir à travers des rêves, des intentions. Il y a des exercices particuliers là-dessus. On peut reprogrammer son passé, on peut le changer. Son futur, c'est pareil, on l'écrit en permanence. Mais c'est parce que, et ça, Philippe Guillemot, je trouve qu'il le dit très très bien. Oui, enfin moi, c'est quelqu'un que je respecte beaucoup dans sa manière d'expliquer les choses. Si vous ne mettez pas d'énergie quelque part à changer votre présent, eh bien le futur va s'écrire tel qu'il est déjà écrit. C'est-à-dire qu'il y a des sortes de rails, vous êtes sur une voie ferrée, et si vous ne mettez pas d'énergie à essayer de faire différemment de ce que vous avez fait les derniers jours, il n'y a aucune raison que votre vie change. Elle continue son parcours. C'est un train qui est lancé dans une inertie. Donc votre futur est déjà écrit. Votre futur va vous amener là où vous êtes dans votre inertie. Une inertie, c'est juste une direction qui est donnée. Inertie, pas dans le sens pesé, statique. Vous pouvez être dans une grande dynamique. Et le futur continue dans cette direction-là. L'idée, c'est de se dire que avec justement des idées, des émotions nouvelles, je mets de l'intensité. Donc nous, ça se traduit sous forme de temps, et aussi, je pense, d'intensité émotionnelle. Ça nous parle. Quand on est vraiment à fond dans quelque chose, il y a une intensité émotionnelle plus forte. Donc l'attention que l'on met dans quelque chose modifie l'intensité. Et le temps passé également, plus on refait quelque chose, plus ça met de l'intensité globalement dans notre vie. Donc de focaliser son attention sur ce qu'on veut installer. En fait, j'ai un petit peu hésité parce que j'allais dire sur ce qu'on veut changer, mais non. 7 nous dit, et puis les lois de magnétisation, d'attraction, voilà, tout ce que vous voulez, tout va dans le même sens que ce que 7 explique. Focalisez votre attention et votre énergie sur ce que vous pensez positif pour vous, c'est-à-dire ce que vous voulez installer dans votre vie. Et au lieu de passer du temps à vous plaindre, vous larmoyer sur ce qui vous arrive, sur lister vos malheurs, sur répéter en permanence, voilà, il y a ça qui va pas, il y a ça qui va pas. Trouvez ce qui va bien et mettez-vous dans l'émotion que vous voulez installer plus grande dans votre vie. C'est comme ça que les événements vont se changer. C'est comme ça que votre futur va se réécrire. Vous sortez de vos rails pour aller explorer d'autres chemins de traverse avec d'autres énergies, d'autres idées. Et donc la forme, puisque là 7 est en train d'expliquer, voilà, le potentiel de l'âme, la forme, votre forme physique, la forme que va prendre les événements dans vos vies, dans votre vie, va se modifier, va évoluer. Ça peut être tout d'un coup un événement extraordinaire qui se passe, clac, et ça décale complètement, tout d'un coup ça redonne des nouvelles cartes pour changer, ou bien c'est progressivement, vous vous rendez compte que, ah bah oui, il y a ça s'est réglé tout seul, il y a telle chose, telle possibilité qui s'ouvre, et petit à petit, bah oui, ça se met en place, ce que j'avais vraiment envie de vivre. La forme résulte d'énergie concentrée, dirigée par des idées ou des émotions. L'intensité joue ici un rôle, est ici, essentielle. C'est une conclusion, c'est une conséquence que je viens d'expliquer de cette phrase-là, de l'explication de 7. Il va donner un exemple dans la phrase suivante. Il dit, par exemple, si vous avez un désir très vif d'être dans un endroit particulier. Ah, tiens, j'ai très envie d'aller voir, je sais pas, ma fille, j'ai mon fils à l'autre bout de la planète.
il me manque, il y a le temps de Noël qui arrive, il va pas pouvoir rentrer, il a pas le temps, il a pas de vacances, il a pas l'argent, il a pas, j'en sais rien. J'ai un désir très vif d'être à cet endroit-là, d'être avec cette personne-là, par exemple, ou de vivre dans un endroit particulier. 7 dit que, à ce moment-là, une forme pseudo-physique de vous peut apparaître à l'endroit en question, sans que vous en ayez conscience. Le simple fait de focaliser votre attention sur un endroit particulier, de vous y voir, de vous imaginer, si l'intensité émotionnelle est suffisamment forte, il y a une forme de vous qui est présente là-bas. Concrètement, dans notre quotidien, nous n'en avons pas conscience, mais c'est ça qui se passe quand nous apportons une attention très forte. Là, il parle donc sur un endroit, un lieu particulier. C'est le désir, continue-t-il, qui transporte l'empreinte de votre personnalité. C'est pas vous, vous voyez, l'empreinte, comme l'empreinte digitale. Donc il y a quand même quelque chose de très unique, de très lié à vous. Ce n'est pas vous, mais c'est quelque chose que l'on peut à 100% identifier comme vous appartenant, comme étant une trace de vous, une conséquence de vous-même, une image de vous. C'est le désir qui transporte l'empreinte de votre personnalité et de votre image, même si vous n'avez pas conscience de cette image ou de son apparition dans un autre endroit. Quand Seth nous disait au début de ce chapitre que nous pouvions avoir plusieurs formes, ça fait partie des formes possibles. Là, il a appelé cette forme une forme pseudo-physique qui apparaît quelque part. Il y a une émanation de nous, sans que nous en ayons conscience, et c'est le désir qui suffit, un désir suffisamment intense, pour être présent quelque part, pour laisser une trace de nous ailleurs. Donc nous sommes à deux endroits en même temps. Voilà, vous n'avez pas conscience de cette image ou de son apparition dans un autre endroit. Dans le paragraphe suivant, il va utiliser un mot, je crois que c'est à peu près le mot qu'il utilise par la suite. Il dit cette image pensée. Je trouve en tout cas que ça c'est assez clair, enfin ça veut bien dire ce que ça veut dire. Une image pensée, parce que vous êtes en train de penser à un lieu, il y a effectivement une image qui apparaît, qui n'est pas vous, qui est juste une image qui apparaît par la pensée. Voilà, ce serait un peu une sorte de définition. Vraiment imaginez ça comme une émanation, comme si vous envoyiez un double de vous, mais translucide, quelque part, pour aller vivre une autre expérience parallèle. Et donc il dit dans ce paragraphe que cette image pensée n'est d'ordinaire pas vue par autrui, et il a demandé à Robert de souligner d'ordinaire. Donc normalement, dans les cas habituels, il n'y a peut-être pas suffisamment d'intensité, il n'y a pas en tout cas de matérialisation là-bas. C'est-à-dire que, comme il expliquait, et je viens de le rappeler dans ce début de chapitre, la pensée créant la matière, il faut un niveau suffisant d'intensité. Donc si on est en dessous du niveau suffisant d'intensité, la conscience est présente, tout est mis en place pour, comme si on était là, quelque part, mais ce n'est pas encore perçu dans la matière physique. Ça n'a pas passé le cap, l'intensité suffisante, pour se matérialiser. Donc d'ordinaire, cette image reste une image fantôme, quelque part. C'est translucide. Et elle n'est pas vue par autrui. Mais il est parfaitement possible, ajoute-t-il, que les instruments scientifiques puissent la détecter un jour. Je ne sais pas si c'est déjà arrivé. En tout cas, il y aurait possibilité physiquement de sentir une différence si quelqu'un porte son attention sur un lieu particulier ou pas. Ça modifie suffisamment la réalité physique, malgré tout. Si les instruments scientifiques
dont il est en train de parler, ils sont matériels, ils sont physiques. Donc, il y a une modification, là j'ai l'impression que ça va être quelque chose de l'ordre électromagnétique ou énergétique, suffisamment forte comme modification, pour que des instruments puissent sentir une altération, en tout cas, de ce qui s'installe. Seth avait dit, au niveau des points de coordination dont j'ai parlé, là, qui sont présents dans le chapitre 5, je ne sais pas si c'est... Oui, je crois déjà aujourd'hui, on peut sentir un changement de gravitation, ou même de données physiques. Je crois que c'était de la gravitation, mais c'était peut-être plus large. Mais en tout cas, il y avait vraiment quelque chose... Voilà. Il existe une modification absolument infime des forces de gravité dans le voisinage de tous ces points. Et je crois qu'il avait dit, effectivement, que on pourrait les identifier. Quelques éléments qui peuvent vous être utiles ou aider les mathématiciens. C'est ça, donc c'est quelque chose de concret. C'est une modification vraiment de notre champ d'énergie. Enfin, du champ gravitationnel, donc de cette énergie, de cette force, pardon, c'est une force. Cette force de gravité. Ah oui, c'est ça, voilà. Voilà. Et toutes les prétendues lois physiques manifestent à un moment ou à un autre une fluctuation dans leur voisinage. Donc, il y a bien des points invisibles, mais qui peuvent être repérés. Bon, il faut savoir qu'est-ce qu'on cherche exactement, quelle fluctuation. Là, il parle de gravitation, hein, donc, et les lois physiques sont modifiées. Donc, si on cherche à valider, quand on a trouvé les points, c'est ça un peu la difficulté, bien sûr. Mais là, on pourrait tout à fait faire une expérience scientifique avec, je sais pas, pareil, qu'est-ce qu'il faut mesurer, voilà, est-ce que c'est la gravitation, est-ce que c'est un champ électromagnétique, je ne sais pas, mais en tout cas, on mesure un endroit donné, en estimant que personne n'imagine être présent dans cet endroit-là. Donc, je reparle ici du biais observateur. Dès qu'on cherche à observer quelque chose, on modifie l'observation. Donc, est-ce qu'on peut analyser? À ce moment-là, il faudrait faire peut-être, voilà, plusieurs lieux. Par exemple, voilà, je soumets une hypothèse comme ça. S'il y a un chercheur qui m'écoute et qui a envie d'expérimenter, ça peut être très intéressant. Je sais pas quelle taille il faudrait que ce soit, des sortes de caissons par exemple. On imagine des caissons, à peu près la taille d'un être humain, donc on peut s'imaginer dedans ou pas. Mais voilà, en tout cas, on peut avoir une image d'être dedans. On prend 10 caissons comme ça, qui peuvent être assez éloignés, dans lesquels on va observer, disons, oui, les forces électromagnétiques, la gravitation, si on peut le percevoir à distance. Je sais pas exactement comment ça se passe. Si, c'est une force, donc doit y avoir des capteurs pour ça, certainement. On observe comme ça 10 caissons différents, ou mettons déjà 5, ça peut suffire. Et on essaie d'observer ce qui se passe pendant une journée, pendant 24 heures, en imaginant que personne ne va y penser. C'est-à-dire que le chercheur qui a mis en place ce caisson-là, normalement ne doit pas y penser du tout pendant tout le temps de l'expérience. Parce que le fait d'y penser va peut-être modifier. Donc il faudrait faire ça peut-être en double aveugle avec quelqu'un qui installe l'expérience, qui ne sait pas ce qu'il fait, mais est-ce que ça va l'empêcher d'y penser après? Je sais pas. Ou alors faudrait imaginer un robot qui met en place l'expérience, qu'on va programmer et qui va faire ça. Alors pareil, est-ce que l'intelligence artificielle, c'est une forme de conscience, donc peut-être ça modifie quand même. Vous voyez, ça serait même dès le début de faire le neutre, d'observer quelque chose en disant mais on veut observer mais sans mettre de l'attention dedans. Est-ce que c'est même possible? Bon, imaginons que ce soit possible, cette première étape-là. On regarde ce qui se passe pendant 24 heures. Et puis après, dans les mêmes conditions, c'est pour ça qu'il en faut plusieurs, on va observer 5 ou 10 caissons différents, on peut demander à plusieurs personnes de porter leur attention sur un des caissons qu'ils ont très clairement identifié avant. Ils savent lequel est, où il est, comment ça se passe. Ils l'ont vu. Et on leur demande pendant 24 heures, régulièrement, d'y apporter un maximum d'attention.
L'idée, ce serait de faire ça avec un seul caisson, aléatoirement. C'est la personne qui choisit, donc l'expérimentateur ne sait pas quel caisson est choisi. Toutes les 24 heures, c'est une personne différente qui va penser au caisson. Et puis on regarde ce qui se passe. Est-ce qu'il y a une modification dans un des caissons observés, des conditions physiques par rapport aux autres? Ça, ce serait une expérience. Alors, j'ai pas pensé à tout. Là, je suis en train de penser à chaud, donc peut-être, voilà, il me manque j'ai oublié un paramètre. Mais en tout cas, l'idée, ce serait de faire, voilà, de manière neutre, et puis après, de mettre quelqu'un dans cet essai de création d'images pensées et de voir si ça modifie les paramètres. Donc normalement, ce n'est pas perceptible, mais il est parfaitement possible pour les instruments scientifiques qu'ils puissent le détecter un jour. Cette image pensée, elle peut être perçue, continue Seth, par ceux qui ont développé l'usage de leur sens interne. D'où l'intérêt des exercices que Seth nous a déjà donnés, dont il a déjà parlé, sur les sens internes. Pour moi, c'est la clé pour déployer la connexion à notre grand moi, et donc à mieux comprendre qu'est-ce qu'on vient expérimenter ici, et à, j'allais dire, faire un pas de côté par rapport à sa vie. De tout réexpérimenter, tout ce que vous faites tous les jours au quotidien. Vous vous levez, vous allez manger, vous allez aux toilettes, vous vous lavez, vous partez travailler, vous faites une activité, vous rencontrez des gens, vous avez un rythme qui est installé, vous vous déplacez, vous revenez chez vous. Tout ce que vous faites en permanence, chaque interaction que vous avez avec quelqu'un, que ce soit amical ou qui est de la colère, il y aura quelque chose de dur, des personnes avec qui ça se passe mal, tout ce que vous expérimentez en permanence, que votre corps soit en bonne santé ou soit malade, que vous ayez des difficultés financières, que vous ayez... voilà, peu importe les soucis dans votre vie, de vous dire que ce qui serait le plus important, ce serait d'expérimenter ce que votre grand moi voulait expérimenter au départ. Et donc d'essayer de se reconnecter, d'essayer d'écouter pourquoi il m'arrive ce qui m'arrive. Pourquoi je rencontre les personnes que je rencontre. Qu'est-ce qui se passe dans la relation que j'ai avec les autres. Comment ça résonne en moi. Pour moi, c'est un petit peu ça quand même je veux dire le but de la vie, je sais pas, mais... En tout cas, le but de la vie, ce serait d'expérimenter des choses différentes, donc de se poser la question, pourquoi dans cette vie-là, ou en tout cas, qu'est-ce que je pensais venir expérimenter dans cette vie-là, aujourd'hui. Et puis, ça va évoluer, ça. Quand je découvre quelque chose, ça me rend curieux de découvrir autre chose, etc. Donc, comment ma vie, petit à petit, évolue, peut se transformer, parce que mon rapport à ma vie évolue. Parce que le rapport à tout ce que je fais tous les jours évolue. Et ce rapport à la vie, il est, selon Seth, en tout cas c'est sa proposition, il est beaucoup lié au développement d'une écoute fine de ce qui se passe en nous. Seth appelle ça l'essence interne, dans d'autres méthodes, on va appeler ça, je sais pas, la méditation, la pleine conscience, l'attention qu'on porte aux choses, bon, vous voyez, en tout cas, ces notions-là, c'est-à-dire d'être plus à l'écoute de notre petite voix intérieure, de se faire confiance. Nous savons pourquoi nous sommes venus expérimenter cette vie-là avec les difficultés que nous rencontrons et les bons moments que nous rencontrons. Ça fait partie de l'expérience. Donc des personnes qui seraient plus liées à leur sens interne pourraient, nous dit Seth, percevoir des images pensées des autres personnes. Il continue en disant « tout acte mental intense ». Ah, la notion d'intensité qui revient. Tout acte mental intense
qu'il s'agisse d'une pensée ou d'une émotion, est non seulement construit d'une manière physique ou pseudo-physique, mais porte également la marque de la personnalité qu'il a conçue à l'origine. Et c'est pour ça que je pense, il le disait juste avant, voilà, c'est le désir qui transporte l'empreinte de votre personnalité. Quand je disais que des personnes qui ont développé leur sens interne peuvent capter des informations qui viennent du moi interne, c'est-à-dire que, en fait, nous avons tous cette capacité-là en nous, en permanence, nous sommes reliés à notre sens interne, à notre moi interne, mais inconsciemment. C'est la seule différence. C'est de rendre conscient les informations que nous recevons déjà. C'est pas de les recevoir. Nous les recevons déjà. Vous recevez déjà toutes les informations de votre moi interne. Vos sens internes fonctionnent déjà. Mais c'est juste que ça se passe à un niveau inconscient. Donc peut-être que vos rêves sont la manière la plus concrète aujourd'hui pour vous de comprendre, d'écouter, de recevoir ces informations. L'idée, petit à petit, quand Seth nous propose de se reconnecter à ses sens internes, c'est de prendre conscience qu'il y a des informations non physiques que nous percevons, d'où l'idée d'essayer de couper nos sens physiques pour mieux écouter les sens internes. Dès qu'il y a un acte mental fort, il y a donc cette émotion qui est présente, il y a une construction, nous dit Seth dans cette phrase-là, physique ou pseudo-physique, mais surtout, il y a toute la trace de la personnalité qui est à l'origine. Donc, chaque acte mental porte en elle, est la traduction, est l'émanation directe d'une personnalité avec tout ce qu'elle a de richesse, oui, toutes ses capacités particulières, tous ses paramètres particuliers, tout ce qu'elle amène, tout ce qu'elle est. Nous laissons en permanence autour de nous des traces de qui nous sommes. Nous teintons le monde autour de nous. Notre manière d'être au monde influence le monde. C'est en tout cas ce que je comprends, en tout cas dans cette phrase-là, et qui rejoint en tout cas ce qu'il explique à d'autres moments. Tout acte mental intense, qu'il s'agisse d'une pensée ou d'une émotion, est non seulement construite d'une manière physique ou pseudo-physique, mais porte également la marque de la personnalité qu'il a conçue à l'origine. Donc double information, un événement n'est pas un événement neutre. Chaque événement, chaque acte mental, tout ce que nous vivons, tout ce que vous vivez tous les jours en permanence, porte une énergie particulière, qui est donc la conséquence, qui est liée en tout cas, qui est teintée, qui est une retraduction peut-être de celui qui en est à l'origine. 21h30, Seth continue dans le paragraphe suivant en disant « Il y a donc beaucoup de ces formes latentes ou en devenir. » Imaginez qu'à chaque fois que vous avez une pensée très forte à une personne ou à un endroit, vous y amenez quelque chose de vous. C'est ça ce que ça veut dire. Vous êtes à plusieurs endroits en même temps. Vous avez plusieurs formes. Votre conscience est capable de gérer simultanément une perception, une conscience dans différents endroits. Donc il y en a un peu partout, puisque chacun est amené à avoir des idées, des émotions régulièrement tout le long de la journée. Et si dès que vous êtes en train de penser, vous êtes au travail, puis vous dites « Oh là là, j'en ai marre, ça me fatigue, qu'est-ce que j'aimerais être à la maison ?» Il y a peut-être déjà une forme de pensée qui est en train de se créer. Si vous êtes déjà en train de penser à ce que vous allez faire ce soir, il y a déjà une forme créée. À chaque fois que vous pensez à ce que vous allez faire, tiens, après je vais aller faire ça, après je vais faire ça, et puis je vais faire ça. Il y a peut-être des petits bouts à chaque fois, si c'est suffisamment intense, nous dit Seth, bien sûr.
mais vous laissez des petites traces de vous à différents endroits. Il y a donc, 17, beaucoup de ces formes latentes ou en devenir, à la limite de la matérialisation. Elles sont prêtes à se matérialiser. Il continue en disant « Pour vous aider à imaginer ce dont je parle, vous pouvez penser à ces formes comme à des images fantômes ou des ombres d'images. C'est-à-dire des formes situées juste en dessous de la réalité physique que vous connaissez, qui n'ont pas encore émergé complètement, mais qui sont tout de même suffisamment intenses pour être construites. Donc elles sont construites, elles sont présentes, elles sont prêtes, mais juste en dessous de cette intensité suffisante pour devenir matérielle. Mais il y a une forme de réalité physique, puisqu'il nous disait juste avant qu'on peut identifier avec des appareils, des instruments scientifiques. Là, je pense cette phrase, elle est très claire en tant que telle, je vais la relire. Pour vous aider à imaginer ce dont je parle, vous pouvez penser à ces formes comme à des images fantômes, donc quelque chose de très, transparent, présent mais pas présent. Peut-être on peut sentir, je sais pas, la chaleur, le froid, une énergie, quelque chose, une présence. Ça vous est jamais arrivé d'être dans une pièce et puis de se sentir, mais tiens, il y a une présence, tiens, j'ai pas l'impression d'être seul. Alors vous faites le tour de la pièce, de la maison, vous regardez partout, non, je suis pourtant tout seul, mais vous sentez quelque chose. Il y a une autre conscience qui est présente. Donc, si vous le sentez, c'est qu'il y a quelque chose de concret, il y a un lien qui est présent dans cet endroit, donc cette forme pensée. Des images fantômes ou des ombres d'images. Voilà, c'est une autre manière d'illustrer. Là, il continue la phrase, et il y a un tiret, il fait ça souvent, que c'est pour préciser les choses, des formes situées, donc il dit, juste en dessous de la réalité physique que vous connaissez. Pas encore perceptibles, qui n'ont pas encore émergé complètement. Donc là, on revient bien sûr au chapitre 5, au niveau de l'explication. Il manque l'intensité, le petit degré d'intensité suffisante pour que ça devienne un événement concret, qui sont tout de même suffisamment intenses pour être construites. Il y a une réalité. Donc voilà, c'est de bien comprendre qu'il y a les deux. C'est une réalité, mais qui n'est pas suffisamment tangible. Il termine ce paragraphe en disant « Si vous pouviez les voir, vous penseriez qu'elles sont tout à fait réelles. Il y a l'ensemble de la personne. » Donc si c'est une personne qui vient se matérialiser, nous ne les voyons pas parce que c'est en dessous de ce que la fréquence que nos yeux peuvent percevoir, je ne sais pas comment le dire exactement, de niveau d'énergie, mais il y a l'ensemble des informations suffisantes, c'est pour ça qu'il dit que c'est complètement construit. Toutes les informations sont présentes, si on arrive à un degré d'intensité supérieure, la personne est visible et il y a tout. Si on peut les voir, on est capable de comprendre l'intégralité. C'est pas quelque chose à moitié, on voit un peu mais pas tout, ou bien il y a que la tête, ou il y a vraiment toute la personne, et tout est complet, réel. Mais c'est juste impalpable. Voilà, c'est juste ce degré-là, en fait, que j'ai l'impression sur lequel Seth essaie d'insister. Si vous pouviez les voir, vous penseriez qu'elles sont tout à fait réelles. Tout est complet, tout est là. Nous arrivons à la fin de ce paragraphe. Je vais peut-être faire une petite pause. Là, je vois, on est à peu près au milieu de la séance. Voilà, donc petite pause avant d'attaquer le paragraphe suivant. Merci pour votre écoute et à très bientôt.